Italie, été 1930. Le soleil se couche lentement sur les champs de Montello. Les cigales chantent, les enfants courent dans les vignes et les agriculteurs se reposent après les vendanges. Tout semble paisible, mais à plus de 2000 mètres d'altitude, le ciel commence à se tendre. Un courant d'air chaud s'élève furieusement. Un autre, froid et dense, descend sans prévenir. Ils se croisent guécance. Ils entrent en collision. L'équilibre est rompu. Et ce qui surgit de ce carrefour n'est pas seulement une tempête. C'est une bête. Une colonne noire qui s'élèvera sur la Vénétie avec la force de 1000 ouragans. En moins d'une heure, l'histoire changera à jamais. Et Montello ne sera plus jamais la même. 24 juillet 1930. Une date qui ne figure pas dans les grands livres d'histoire, mais qui a laissé une cicatrice indélébile au cœur du nord-est de l'Italie. Alors que le monde poursuivait son cours au milieu des crises économiques et des tensions politiques, sur une paisible bande de terre boisée du nord de l'Italie, la nature se préparait à déchaîner l'une de ses formes d'expression les plus violentes. La tornade parfaite. Nous étions à Montello, une colline boisée de la province de Trévise. Ce matin-là, tout semblait suivre le scénario habituel d'un été étouffant. L'air était lourd et saturé d'humidité. Les champs respiraient sous un soleil implacable et les petits villages somnolaient dans une paix trompeuse. Personne n'aurait pu prévoir que l'après-midi tournerait au cauchemar. À 4h20 précises, le ciel changea d'humeur. Les nuages commencèrent à tourbillonner, non pas comme lors d'un simple orage d'été, mais comme s'ils obéissaient à un ordre venu d'en haut. En quelques minutes, la lumière s'estompa. Des ombres couvraient le paysage, comme si le soleil avait été arraché du ciel. Puis vint le bruit, un grondement si puissant qu'il fit trembler les murs. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas l'éclair, c'était autre chose. Ce qui se formait au-dessus de Montello était une véritable bête atmosphérique, une anomalie selon les normes européennes, une tornade de force 5. Pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de Fujita, ce chiffre correspond à des vents dépassant les 320 km/h. Une force suffisante pour arracher des structures entières, arracher des trains de leurs rails, transformer des camions en projectiles et laisser une blessure visible dans le sol qui pourrait durer des décennies. Le monstre s'abattit avec une férocité inimaginable. Il balaya d'abord les villages de Ciano et Volpago. Puis il poursuivit son sillage destructeur à travers Giavera del Montello, répandant sa fureur jusqu'aux portes de l'antique Venise. La dévastation ne fut pas partielle, elle fut totale. Toits de zinc et tuiles d'argile furent emportés comme des feuilles mortes. Des maisons entières, souvent en pierre, s'écroulèrent comme des châteaux de sable. Et des arbres, sentinelles depuis des siècles, furent soulevés et courbés avec une facilité terrifiante. Mais au-delà des statistiques, ce qui fait de cet événement une tragédie inoubliable, ce sont les visages humains derrière chaque histoire. Dans des archives poussiéreuses conservées dans une paroisse de Trévise, on a retrouvé des années plus tard le témoignage d'une femme ayant survécu à la catastrophe. Maria Tessari, une mère qui avait presque tout perdu, sauf la vie. « Mon fils m'a crié que le ciel était tombé sur la tête », se souvient-elle. « J'ai cru qu'il jouait, jusqu'à ce que je regarde par la fenêtre et que je vois que l'église n'était plus là. Elle ne s'est pas effondrée, elle a disparu. Il n'y avait pas de vent, il y avait des poussées, des morsures dans l'air, comme si une créature invisible voulait tout dévorer. Ce jour-là, la nature fut impitoyable. Hommes, animaux, charrettes, véhicules, tout ce qui n'était pas solidement ancré au sol fut aspiré et projeté au loin. La trajectoire de la tempête s'étendait sur environ 80 km. Une ligne de destruction tracée avec colère sur la carte. Le phénomène dura moins d'une heure, environ 40 minutes selon les rapports les plus précis. Mais ce bref instant fut suffisant pour bouleverser le paysage, l'histoire et des centaines de vies. Les registres officiels faisaient état de 86 morts. D'autres sources locales, moins conservatrices, estimaient que le nombre réel pourrait dépasser la centaine.
Plus de 500 personnes furent blessées, dont beaucoup avec des séquelles permanentes. Quant aux pertes matérielles, elles étaient si colossales qu'il était impossible de les chiffrer avec précision. À l'époque, la reconstruction était chaotique. Les autorités, et encore moins la population rurale, n'étaient pas préparées à affronter une tragédie d'une telle ampleur. Les images qui ont émergé par la suite étaient éloquentes. Camions renversés, clochers arrachés, salles de classe réduites à un amas de décombres méconnaissables. Certains ont comparé ce qui s'est passé à une guerre. Les journaux de l'époque, toujours avides de métaphores religieuses, ont qualifié cela de « fureur divine ». Mais ce qui a frappé Montello n'était pas une punition divine. C'était la combinaison parfaite de conditions météorologiques extrêmes, amplifiées par un environnement qui n'aurait jamais imaginé être victime d'une telle horreur. En Europe, les tornades de forte intensité sont aussi rares que redoutées. Celle-ci, en particulier, était unique. À ce jour, aucune autre tornade sur le continent n'a atteint une telle ampleur, ni causé de telles dévastations. Les scientifiques l'étudient encore. Comment s'est-elle formée? Pourquoi juste là? Pourrait-elle se reproduire? Une explication possible renvoie à une combinaison inhabituelle de facteurs. Une masse d'air chaud et humide venue de la Méditerranée entrant en collision avec des courants froids venus du nord, associés à des instabilités atmosphériques occasionnelles. Mais si les données contribuent à expliquer la situation, elles n'atténuent pas l'impact émotionnel que cet événement a laissé dans la mémoire collective de la région. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, dans les villes autrefois frappées par cette tempête, des histoires résonnent encore. Certaines avec peur, d'autres avec fierté d'avoir survécu. En réalité, le 24 juillet 1930, l'Europe a été témoin d'un phénomène qui a non seulement bouleversé les lois du temps, mais aussi les attentes quant à ce qui peut arriver dans des endroits où l'on se croit en sécurité. Montello a été marqué à jamais. Et si le temps efface bien des choses, il y a des jours que la Terre n'oublie jamais, car les nuages, de temps à autre, grondent à nouveau. La tornade qui a dévasté Montello n'était pas un simple événement météorologique. C'était un puzzle atmosphérique si complexe qu'il déconcerte encore aujourd'hui les experts. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé cet après-midi de juillet, il ne suffit pas de compter les dégâts ou d'analyser les chiffres. Il faut lever les yeux et observer ce qui passe, souvent inaperçu. La danse chaotique qui se déroule dans les couches invisibles du ciel. Ce jour-là, le nord de l'Italie était en proie à une canicule étouffante. Les températures dépassaient les 35 degrés et l'humidité planait comme un rideau invisible. Ce n'était pas seulement une journée chaude, c'était une journée étouffante. Quelque chose dans l'atmosphère semblait sur le point de se briser. Et finalement, il l'a fait. Un courant d'air froid commença à descendre des Alpes, poussé par les vents de montagne. En atteignant les plaines de la Vénétie, cette masse plus dense entra en collision avec l'air chaud et humide qui saturait l'atmosphère. À cet instant, l'atmosphère devint un champ de bataille. L'air froid, plus lourd, glissait en dessous. L'air chaud, plus léger et plus énergisé, était violemment propulsé vers le haut. Ce courant ascendant, s'il rencontre des vents latéraux à différents niveaux de l'atmosphère, se met à tourner. Et lorsque cette rotation s'organise, elle donne naissance à un type de tempête particulièrement dangereux, la supercellule. Ces supercellules sont de véritables usines à tornades. En leur cœur, la tempête tourne comme une spirale vivante. Si l'énergie est suffisante et que la rotation s'intensifie, un mésocyclone naît. Une structure cyclonique capable de générer une tornade de grande ampleur. C'est ce qui est ressorti de Montello. Selon les études les plus récentes, tout porte à croire que cette tornade est de type mésocyclonique, née au cœur même d'une supercellule. Et ce n'est pas un phénomène courant en Europe. En fait, c'est exceptionnel. Ce phénomène est davantage associé au cœur des États-Unis, dans la ceinture des tornades, où les géantes atmosphériques se rassemblent fréquemment. Mais cela ne s'est pas produit au Kansas, ni au Texas. Cela s'est produit dans le nord-est de l'Italie.
Et cela change les règles du jeu. La géographie de l'Europe, avec ses chaînes de montagnes, son littoral et son climat plus doux, ne permet généralement pas la formation de tels phénomènes. Mais ce jour-là, tout s'est conjugué. Le relief doux de la Vénétie, avec ses collines basses et ses vallées dégagées, a facilité la progression de la tempête. Aucun obstacle naturel n'a pu interrompre la progression du vent, comme une piste dégagée pour un train lancé à toute vitesse. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a eu aucun avertissement. En 1930, la météorologie était encore une discipline jeune. Il n'y avait pas de radar Doppler. Il n'y avait pas d'images satellites. Il n'y avait pas de simulation informatique. Les prévisions météorologiques étaient faites à l'œil nu, avec des instruments rudimentaires et beaucoup d'intuition. Personne ne savait lire les signes dans le ciel. Personne ne comprenait ce que ces nuages sombres trafiquaient. Au moment où le premier tourbillon est apparu, il était trop tard. Aujourd'hui, grâce aux satellites en orbite et aux modèles météorologiques sophistiqués, nous pourrions détecter certains signes. Peut-être lancer une alerte, peut-être gagner de précieuses minutes. Mais même maintenant, si une supercellule comme celle-ci se formait au-dessus du nord de l'Italie, rien ne garantit que nous puissions la prédire avec certitude. Car ce qui s'est passé à Montello était plus qu'une tragédie ponctuelle. C'était une rupture dans les certitudes. Un avertissement dérangeant, même des lieux apparemment sûrs peuvent être la cible de l'improbable. La tornade de Montello demeure, à bien des égards, un mystère au contour précis, mais au cœur incertain. Une pièce qui ne s'intègre pas tout à fait au puzzle européen, et peut-être pas aussi unique qu'il y paraît. Certains y voient un incident isolé. D'autres l'interprètent comme un signe avant-coureur de ce qui pourrait se reproduire. La science poursuit ses investigations et le ciel continue son œuvre. Car lorsque l'équilibre atmosphérique est altéré, tout est possible. Même des choses qui ne devraient pas arriver. À 16h20, l'impensable s'abattit sur nous. Aux abords de Ciano del Montello, une colonne tourbillonnante descendit du ciel comme arrachée aux pages de l'Apocalypse. Sombre, immense et imprégnée d'une fureur primitive, cette créature des airs ne ressemblait pas à une simple tempête. Elle avait une forme. Elle avait une direction. Elle avait un but dévastateur. Ses témoins l'ont décrit comme un monstre vivant, un entonnoir de plusieurs centaines de mètres de large, tournoyant à une vitesse terrifiante, avec un rugissement si profond qu'il vous faisait trembler la poitrine avant les oreilles. Autour d'eux, l'air sifflait, les arbres craquaient et les toits s'arrachaient comme des feuilles de papier. C'était le genre de force qu'on ne remarque pas. On survit. Depuis son point initial, la tornade a entamé une trajectoire presque rectiligne vers l'est, se déplaçant à environ 70 km à l'heure. Elle n'était ni erratique ni désordonnée. Sa progression était méthodique, implacable, comme si elle savait exactement où elle allait et ce qu'elle était censée détruire. En quelques minutes, il atteignit Volpago del Montello, un paisible village agricole où les journées s'écoulaient habituellement entre les récoltes et le son des cloches. Mais ce jour-là, au lieu du coup de tonnerre du dimanche, le ciel déversa un tonnerre assourdissant. La tornade balaya des rues entières. Des maisons solides s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Certaines furent désintégrées en plein vol, dispersant des débris de meubles, de vêtements et d'outils sur des kilomètres. Des récoltes entières disparurent sans laisser de traces. La victime suivante fut Giavera del Montello. Et là, la tempête devint encore plus impitoyable. Une école en pierre s'effondra avec des dizaines d'enfants encore à l'intérieur. Les murs cédèrent, les toits s'écroulèrent et les cris se perdirent dans le hurlement du vent. Les usines rurales qui transformaient le grain et le vin furent réduites en miettes. Sur la place, la statue du saint patron, une figure de marbre blanc, fut décapitée par un objet volant inconnu. La tête ne fut jamais retrouvée. Mais le plus déconcertant se produisit peu après, lorsque la colonne de destruction s'approcha de Bavaria.
un petit village au nord de Nervesa della Battaglia. À ce moment-là, quelque chose changea. La tornade ne suivit pas une ligne parfaitement droite. Elle oscilla, zigzagua légèrement, comme si elle hésitait. Certains météorologues ayant étudié les données pensent qu'un vortex secondaire s'est formé à cet endroit. Une sorte de tornade dans la tornade. Cette particularité aurait intensifié le chaos localement, générant des rafales irrégulières et des zones de dégâts particulièrement concentrées. Immédiatement après, le phénomène traversa le Piave comme s'il n'existait pas, emportant son vent tourbillonnant vers les champs de Macerata sul Piave. À ce stade, la fureur ne s'apaisa pas. Des champs cultivés entiers furent anéantis. Sillons et cultures disparurent, et le sol fut marqué de profondes cicatrices. Pendant des jours, voire des semaines, les agriculteurs retrouvèrent des fragments de leur vie passés éparpillés parmi les débris. Ustensiles encastrés dans les arbres, portes fichées dans le sol, animaux entiers projetés à plus de 10 km de leur source. Et bien que la tornade ait déjà laissé un sillage dévastateur sur son passage, son élan ne s'est pas arrêté là. Elle s'est dirigée vers les abords de Pianiga, une ville proche de la région vénitienne. Là, comme s'il avait épuisé son dernier souffle, le colosse a commencé à s'estomper. Mais même dans cette dernière ligne droite, il a conservé son caractère destructeur. Les toits ont été arrachés comme des nappes. Les poteaux électriques ont été tordus et cassés. Poulaillers, hangars et petits bâtiments ont disparu, laissant derrière eux des fondations. Au total, la tornade a parcouru plus de 80 km, laissant une cicatrice clairement visible sur les cartes, les photographies aériennes et même dans la mémoire collective. Une ligne de destruction si droite et définie qu'elle semblait tracée par un anémomètre. Mais ce n'était pas seulement une question d'infrastructure, ce n'était pas seulement une question de bâtiments détruits. La tornade a déchiré des communautés. Elle a brisé des familles. Elle a arraché des générations à leur foyer. Dans certaines régions, les registres paroissiaux consacraient des pages entières aux morts du 24 juillet. Des centaines de noms. Beaucoup sans visage. Certains sans corps à enterrer. Plus d'une douzaine de villages ont été directement ou indirectement touchés. Dans certains endroits, les habitants n'ont même pas eu le temps de fuir. Dans d'autres, ceux qui tentaient de fuir ont été littéralement aspirés par le vide. Le nombre de morts a augmenté comme un pendule incontrôlable. Mais le plus inquiétant n'était pas le nombre, mais la tendance. Car la tornade ne semblait pas se déplacer au hasard. Sa trajectoire, observée depuis les airs ou d'après les témoignages, était d'une précision troublante. Partout où elle passait, rien ne restait debout. Seul le silence. Et un épais nuage de poussière, de souvenirs brisés et de vide. Nombreux sont ceux qui ont survécu pour raconter l'histoire et qui disent que ce bruit était terrifiant. Plus que le vent, plus que les objets volants, plus que l'effondrement des murs. C'était un rugissement inhumain, comme si le ciel hurlait d'une fureur ancestrale. Et puis, le néant. Aujourd'hui encore, près d'un siècle plus tard, ce voyage est étudié avec émerveillement et respect. Non seulement comme une leçon de météorologie, mais aussi comme un rappel brutal de la fragilité de la vie, lorsque l'atmosphère décide d'écrire sa propre histoire. Et bien que les modèles climatiques aient progressé, bien que les radars couvrent désormais chaque centimètre du ciel européen, une question reste sans réponse. Que se serait-il passé si le vent avait choisi une direction différente ce jour-là? Ce qui s'est passé à Montello ce 24 juillet n'était pas seulement une aberration météorologique. C'était une fracture dans l'âme de toute une région. Une profonde déchirure qui a transpercé non seulement les toits et les rues, mais aussi la mémoire collective de tout un pays. La tornade n'a pas seulement déchiré la terre, elle a brisé les certitudes. Et elle a laissé derrière elle bien plus que des ruines. Elle a laissé des questions sans réponse. Les chiffres officiels recensent en 86. Sinon. Mais les chiffres ne disent pas toujours tout. Dans les marges des registres, dans les lettres familiales, dans le silence des archives paroissiales,
Nombreux sont ceux qui pensent que le nombre réel pourrait être considérablement plus élevé. Certains corps n'ont jamais été retrouvés. Des personnes ont tout simplement disparu. Et dans de nombreux foyers, la perte n'a pas concerné un ou deux membres, mais tous. Plus de 500 personnes furent blessées, dont beaucoup conservèrent des séquelles physiques et psychologiques qui leur resteront à vie. Certaines furent rendues aveugles par les débris. D'autres furent marquées par des brûlures, des coupures ou des fractures. Mais les blessures les plus profondes ne se lisaient pas sur la peau. Elles résidaient dans ces regards vides, ces silences à table où régnaient autrefois les rires, ces chaises vides dans les salles à manger de la nouvelle Italie rurale. En termes d'infrastructure, les conséquences furent considérables et impossibles à quantifier avec précision. Des centaines de maisons furent réduites à l'état de tas de bois éclatés et de briques éparpillées. Des églises qui avaient résisté aux guerres et aux tremblements de terre s'effondrèrent en quelques secondes. Des écoles qui abritaient des rêves d'enfance devinrent des tombeaux de béton. Des routes rurales furent bloquées par des montagnes de débris. Des charrettes renversées, des animaux morts et des outils furent éparpillés sur des kilomètres. Le paysage, autrefois symbole de stabilité agricole, était méconnaissable. Les arbres centenaires, repères de générations d'agriculteurs, étaient déracinés comme des mauvaises herbes. Les vignobles, fierté de la Vénétie, étaient dévastés. La terre, déchirée en sillons violents, semblait se souvenir de chaque soubresaut du vent. Et pourtant, la catastrophe ne s'est pas arrêtée avec la tornade. Elle a commencé après. Car c'est alors que la région et le pays tout entier ont dû faire face à une réalité dérangeante. Ils n'étaient même pas préparés. Personne ne l'était. Dans une Europe où ces phénomènes étaient considérés comme exotiques, presque impossibles, la réalité s'est imposée avec une force qui ne laissait aucune place au déni. Pour la première fois, il était urgent de parler de prévention, de planification, de résilience. Comment construire des maisons qui ne s'effondreraient pas sous le vent? Comment alerter une communauté lorsque le ciel devient un ennemi? Comment expliquer l'inexplicable? Au niveau national, les discussions ont commencé timidement. Dans les cabinets ministériels et les académies, les premières ébauches d'une nouvelle prise de conscience climatique ont commencé à être élaborées. Des réformes des codes de construction en zone rurale ont été proposées. On a parlé, même si c'était encore un idéal lointain, de créer des systèmes d'alerte et d'étudier le ciel plus rigoureusement. Mais la technologie n'avait pas encore répondu aux besoins. Il n'y avait ni satellite, ni modèle numérique, ni radar météorologique. Le savoir se construisait à partir de carnets, de cartes dessinées à la main et d'entretiens avec des témoins qui frissonnaient au souvenir. Et pourtant, petit à petit, Montello devint une étude de cas, un incontournable pour quiconque souhaitait comprendre la fureur atmosphérique au cœur de l'Europe. Ingénieurs, climatologues et physiciens aérospatiaux ont afflué en Vénétie pour étudier ses vents, ses collines et son histoire. Des données ont été collectées, des trajectoires comparées et les structures effondrées, analysées comme des hiéroglyphes de la tempête. Car ce qui s'était produit ne pouvait se reproduire sans au moins un avertissement. En ce sens, Montello a marqué un tournant, non seulement par la violence de l'événement, mais aussi parce qu'il a réveillé une conscience latente. Il a montré que même dans des territoires où l'improbable semblait une excuse, l'impossible pouvait dégénérer. Ainsi, au fil des ans, la douleur se transformant en souvenir, la poussière retombant sur les champs, la région commença à se reconstruire. De nouvelles maisons furent construites, plus robustes, mieux préparées. Les routes furent dégagées, les écoles rouvrirent. Mais sous chaque carrelage, chaque sol, chaque champ refait à neuf, l'empreinte invisible de ce jour subsistait. Aujourd'hui, Montello préserve sa mémoire discrètement mais constamment. Dans les archives municipales, dans les récits oraux, dans une petite section du musée consacrée aux événements extrêmes. Certains habitants conservent des photographies en noir et blanc de ciel déchiqueté et d'arbres abattus. D'autres gardent simplement le silence, car la mémoire
n'a parfois pas besoin de mots pour rester vivante. Alors que le climat mondial change et que les conditions météorologiques deviennent de plus en plus imprévisibles, ce qui s'est produit dans le nord-est de l'Italie en 1930 n'est plus un incident isolé. C'est devenu un avertissement historique, une sonnette d'alarme qui résonne encore, avertissant que la stabilité que nous tenons pour acquise peut être ébranlée lorsque le ciel décide de nous parler dans une autre langue. Et tandis que certains chercheurs affirment que la tornade était une anomalie unique, d'autres se demandent s'il s'agissait en fait d'un avant-goût, un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver. Près d'un siècle s'est écoulé depuis que le ciel s'est ouvert sur la Vénétie et a déchaîné sa fureur. Et pourtant, la tornade de Montello reste plus qu'une simple inscription dans les archives du temps. Elle persiste comme une présence subtile, tel un murmure qui parcourt les champs à la tombée de la nuit, tel un avertissement sans date d'expiration. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Une anomalie? Un signe? Ou simplement la révélation de ce qui était toujours là, caché parmi les courants d'air? Historiquement, l'Europe a considéré les tornades comme des histoires venues d'un autre continent, des phénomènes lointains, presque exotiques, propres aux plaines infinies d'Amérique du Nord. Pourtant, Montello a remis en question cette croyance. Il a démontré que même ici, parmi les douces collines et les villes anciennes, l'atmosphère peut se déformer avec la même violence qu'au Kansas ou en Oklahoma. Parce que le vent ne fait pas de distinction entre les cultures. Il ne respecte pas les cartes. Il ne se conforme pas à nos idées préconçues. Et si les statistiques restent claires, les tornades en Europe sont moins fréquentes et moins intenses que dans la soi-disant allée des tornades aux États-Unis, elles n'en sont pas moins réelles. Ces dernières décennies, des épisodes enregistrés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et même dans la péninsule ibérique ont clairement démontré qu'improbable n'est pas synonyme d'impossible. Selon les experts, ce qui a changé, ce n'est pas seulement l'atmosphère. C'est aussi notre relation avec elle. Le changement climatique, un phénomène autrefois débattu lors de colloques privés, se manifeste désormais à la campagne, en ville et dans le flou des saisons. Les vagues de chaleur s'intensifient, l'humidité monte comme une bouffée d'air frais, et les fronts froids descendent avec une force sans précédent. Ce mélange explosif pourrait créer un nouveau modèle atmosphérique, capable de déclencher des tempêtes que nous n'aurions pas pu imaginer ici jusqu'à récemment. L'Europe se trouve ainsi à la croisée des chemins. D'un côté, le souvenir d'une terre qui, pendant des siècles, a cru que certaines catastrophes n'étaient même pas de sa faute. De l'autre, le présent, marqué par un besoin croissant d'adaptation à une réalité climatique sans précédent. Depuis Montello, de nombreux progrès ont été réalisés. La science a essaimé sur tout le continent. Aujourd'hui, des réseaux de surveillance météorologique sont capables de détecter les anomalies avant qu'elles n'atteignent la terre ferme. Satellites, radars, Doppler et modèles numériques calculent dans des variables ce qui semblait autrefois magique. Dans les capitales européennes, les services de protection civile ont mis en place des systèmes d'alerte qui, bien que non infaillibles, permettent une intervention vitale quelques secondes à l'avance. Les lois sur la construction ont également évolué. Il ne s'agit plus seulement de construire des structures esthétiques ou fonctionnelles, mais aussi résilientes. Les matériaux doivent résister non seulement au passage du temps, mais aussi aux rafales de vent. Et dans de nombreuses communautés, des écoles ou centres communautaires, des formations sont dispensées sur la manière de réagir à une urgence climatique. Une démarche impensable en 1930. Mais l'histoire de Montello, malgré toute sa dimension dramatique, n'est pas seulement un récit météorologique. C'est un avertissement déguisé en tragédie. Une leçon écrite avec des noms et des blessures. Car la nature, nous le savons désormais, ne répond pas à nos catégories. Elle ne s'aligne pas sur nos chronologies. Elle ne demande pas la permission de nous rappeler que nous faisons partie d'un équilibre plus vaste. Et tandis que la science progresse et que les protocoles s'affinent, quelque chose continue d'échapper au calcul. L'essence imprévue de la nature. L'instant où le ciel change de teinte. L'instant où le silence de la campagne se transforme en rugissement.
La ligne invisible qui sépare une journée ordinaire d'un événement qui divise l'histoire en deux. En Vénétie, Montello n'est pas seulement un lieu, c'est une cicatrice qui parle. Son histoire perdure dans les documentaires, les expositions itinérantes, les vitrines de petits musées pérennes. Elle est étudiée dans les universités, évoquée lors de conférences sur la climatologie, évoquée dans les discussions sur l'avenir de l'Europe face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Mais elle perdure aussi sur les places, dans les cafés où les personnes âgées se souviennent encore des histoires de leurs grands-parents, dans les pierres qui n'ont pas été déplacées, dans les arbres qui ont poussé là où il ne restait plus rien. L'héritage de la tornade s'infiltre dans la culture populaire, tel un écho lointain. Certaines chansons l'évoquent, certaines œuvres la représentent. Certains livres pour enfants parlent du grand vent, comme d'un personnage mythologique. Car lorsqu'un phénomène transcende les données et devient un symbole, il ne peut plus être contenu uniquement par la science. Et bien que la région se soit transformée, que les champs aient refleuri et que de nouvelles générations aient occupé les maisons reconstruites, le souvenir persiste. Non pas comme un traumatisme non guéri, mais comme une présence instructive. Comme une voix ancienne qui dit « Souviens-toi de ce que tu as vu et prépare-toi à ce que tu n'as pas encore vu. » Car peu importe tout ce que nous avons appris, peu importe le nombre de systèmes que nous avons mis en place, peu importe le chemin que nous pensons avoir parcouru, la question demeure. Cela pourrait-il se reproduire? Les cieux n'ont pas encore répondu.